Sacrifices Must Be Made est un jeu développé en 48 heures par Daniel Mullins lors de la Game Jam Ludum Dare 43 le 4 décembre 2018. Il y remporte la seconde place dans 3 des 7 catégories du concours pour son ambiance, le respect du thème ainsi que dans le classement général. Si son créateur est un habitué des jams et des propositions courtes, il envisage ce jeu comme la porte d'entrée d'un titre plus important. Inscription est un jeu développé par Daniel Mullins et édité par Devolver Digital. Il est disponible depuis le 19 octobre 2021 sur la plateforme Steam, puis a été porté sur PS4 et PS5 en août 2022, puis sur Switch en décembre de la même année. Il s'agit au premier abord d'un deck builder teinté d'éléments roguelike ayant pour originalité de proposer un gameplay secondaire inspiré par les escape games afin de faire progresser sa narration. Coffre-fort verrouillé, puzzle secondaire, horloge à secret, l'expérience demandera aux joueurs de faire preuve d'astuce pour comprendre comment s'en sortir. Son adversaire remplit le rôle de tortionnaire, n'hésitant pas à volontairement le mettre en difficulté s'il estime qu'il avance un peu trop bien, à l'aide de pièges absurdement complexes à appréhender. Cependant, le joueur bénéficiera d'une aide inopinée. Certaines cartes prendront d'elles-mêmes la parole afin de lui donner des indications sur comment remporter la partie. Un mystère à ajouter à Inscription, le plus intrigant au départ étant celui qui vous empêche de cliquer tout simplement sur le bouton Nouvelle partie. Lorsque le jeu est lancé pour la première fois, il est obligatoire de continuer la partie. Accueilli par une mystérieuse entité nommée Leshy, Inscription propose une mécanique simple de combat de monstres. Si le score d'attaque est supérieur au score de vie, alors la créature meurt. Si le joueur n'a aucune entité pour le défendre, alors il est directement attaqué à la manière de Yu-Gi-Oh! Une balance sur la gauche du plateau permet d'illustrer combien de points ont été marqués. Si l'un des participants a 5 points de plus que son adversaire, alors il perd la partie. À droite, un chandelier indique ses points de vie. Indulgent, l'antagoniste qui fait face au joueur lui autorise une défaite. Sauf contre les 3 boss qu'il se propose d'incarner, là, c'est gagné ou perdu. Chaque créature a des caractéristiques qui lui sont propres, présentées par un nom, une apparence et un ou plusieurs sigils, des symboles illustrant leur pouvoir. À la manière de Slay the Spire, le joueur est invité à explorer une carte du bas vers le haut, son voyage l'amenant à divers embranchements qui proposent des améliorations, des boutiques ou la possibilité de compléter son deck grâce à de nouveaux monstres. Afin d'aider le joueur, des objets simplifiant les duels de cartes peuvent être ramassés, des pièces, le pouvoir de capturer une créature adverse, de lui faire passer un tour, etc. Inscription se démarque des autres jeux par son côté organique des règles. Le joueur ne défausse pas une carte pour en amener une autre sur le terrain, il assassine froidement une créature pour en faire entrer une autre. Le joueur ne s'ajoute pas des points pour équilibrer la balance, il s'arrache une dent, ou plusieurs. Le joueur ne bénéficie pas d'un gros bonus de points pouvant lui permettre de remporter la partie. Il se retire un œil, froidement, avec un couteau, limitant son champ de vision à la moitié de l'écran. Heureusement pour lui que son tortionnaire lui en propose un en remplacement. En plus de cette mécanique de sacrifice, chaque monstre mourant apporte son lot d'os. Cette monnaie supplémentaire permet de faire intervenir d'autres types de créatures. Afin de vaincre son adversaire, il est nécessaire de pouvoir faire la bascule entre les deux. Un jeu d'équilibre, fait de sang et d'os. Lorsqu'il n'est pas en train de se battre, le joueur est invité à se lever et à explorer la cabane de Leshy. Entre 4 murs, la seule porte disponible étant verrouillée, il peut tenter de comprendre le fonctionnement des quelques puzzles à sa disposition, aidé de 3 créatures parlantes que nous avions déjà évoquées, la carte de l'hermine, celle de la punaise, et enfin, le loup rabougri. Leur particularité vient du fait qu'elles ont non seulement la possibilité de communiquer avec le joueur, mais également entre elles, leur manque de discrétion étant d'ailleurs parfois remarqué par l'hôte qui leur demande de tout simplement se taire. En plus du pouvoir de la parole, elles ont également une évolution esthétique, induite par l'avancée du joueur dans la narration. Petit à petit, l'hermine devient plus mécanique, la punaise plus humaine. Elle s'exprime souvent par messages codés, nous demandant de jouer le jeu ou encore de suivre le plan. Mais quel plan ? Celui qui consiste à volontairement s'énucléer, afin de trouver une sorte d'œil magique permettant de lire des messages invisibles ? Qu'importe, tant que le joueur continue la partie.
Inscription est, admettons-le, le titre le plus ambitieux de Daniel Mullins. S'il s'est déjà essayé à la 3D dans l'un des actes de The X, en proposant un jeu à la première personne, le développeur a décidé de donner à son univers une esthétique si singulière qu'elle en devient facilement identifiable pour qui s'est essayé au jeu. Elle ne cherche pas à être cohérente au sens classique du terme, mais plutôt à créer une dissonance maîtrisée, un jeune journal vidéoludique où l'on juxtapose des éléments incompatibles qui, contre toute attente, finissent par produire une étrange harmonie. Son identité graphique repose sur une esthétique hybride qui mêle dessin fait main, éléments en 3D, textures découpées et effets visuels vintage. Comme nous en informe le générique de fin, plusieurs artistes ont été convoqués pour donner au titre le résultat que l'on connaît. Chacun d'eux y laisse sa marque sans chercher à tout unifier. Ce mélange de styles renforce le sentiment de malaise, tout semble bricolé, trop tangible pour être virtuel et trop artificiel pour être réel. Le style de dessin peut rappeler celui d'Edmund Macmillan par moments. Des lignes simples et expressives, presque enfantines, qui contrastent violemment avec les mécaniques du jeu. Les sigils, ces symboles qui donnent des capacités aux cartes, semblent griffonnés. Leur lisibilité immédiate participe à la compréhension des règles, tout en s'intégrant au caractère artisanal du design. Le jeu de cartes est lui-même un patchwork de matière. Les cartes ont des bords abîmés, que l'on pourrait presque sentir, des encres effacées, comme si elles avaient été manipulées des centaines de fois. Cette sensation est renforcée par un traitement 3D réaliste, mais délibérément poussiéreux, usé, presque négligé. Inscription ne cherche ni la beauté ni la clarté. Il veut troubler, déranger. Il y parvient en manipulant avec brio une esthétique chaotique, tactile, brute, dans laquelle chaque élément visuel semble collé, gratté ou gravé à la main. Un monde fait de contradictions où rien ne devrait fonctionner ensemble. Pourtant tout s'y emboîte avec une précision déconcertante. Il y a une dualité permanente entre le jeu de cartes statique et l'exploration à la première personne. On passe d'un plateau rigide à la liberté anxiogène d'une cabane verrouillée et sombre. Ce changement de perspective brouille les repères du joueur et renforce l'idée d'un univers fait de fragments désaccordés. L'utilisation du jaune orangé dans Inscription est particulièrement marquante. C'est une couleur naturellement chaleureuse, attirante, presque vivante. Mais dans ce contexte visuel oppressant, cette chaleur crée un paradoxe. Ce contraste sensoriel, entre une teinte familière et une ambiance profondément glauque, installe un sentiment d'inconfort subtil, mais permanent. On est attiré par la lumière, tout en sachant qu'elle n'est pas un refuge. Globalement, le jeu baigne dans l'obscurité, une pénombre active qui engloutit le décor comme si le monde lui-même refusait d'exister pleinement. Cette noirceur ne sert pas seulement à créer de l'ambiance, elle souligne l'enfermement psychologique du joueur, cette sensation d'être à la fois observateur et prisonnier. Leshy, par son regard perçant et son discours manipulateur, incarne à lui seul l'esthétique composite du jeu. Il pousse à des actes extrêmes avec un calme déstabilisant. Son apparence, tantôt au travers de son regard, tantôt faite de masques en bois sculptés, renforce cette impression d'être face à un acteur de théâtre capable d'endosser plusieurs rôles au fil du jeu. Tout porte à croire que le scénario de cette étrange dramaturgie est déjà terminé et qu'il est là pour rappeler aux joueurs ses didascalies. Et si cet étrange antagoniste a l'air d'être fair-play au premier abord, n'étant pas avare en compliments lorsqu'il apprécie le dernier coup joué, il y a une mécanique que nous n'avons pas encore abordée. Que se passe-t-il lorsque la partie est perdue ? Est-il possible de simplement recommencer ? L'une des images les plus récurrentes d'Inscription, ce sont ses mains qui attrapent le joueur, comme si elles passaient au travers de l'écran. Elles l'auraient d'ailleurs fait si elles en avaient eu la possibilité. Le traînant jusqu'à cette pièce jusqu'alors verrouillée, Leshy prévoit de l'ajouter au tas de cadavres pouvant être aperçus dans un coin. Mais, et c'est là qu'intervient l'une des composantes roguelite du titre, il propose aux joueurs de garder un souvenir de lui au travers d'une nouvelle carte, certainement plus puissante que celle du deck de base, construite à partir d'autres créatures. Sorte de chimères portant le nom de votre choix, elles pourront se révéler indispensables afin de vaincre l'ultime boss de la cabane, Leshy lui-même. Afin de donner davantage de corps à cette cabane, mais également pour unifier un peu le tout, c'est Jonas Henzel qui a de nouveau été appelé pour travailler sur l'univers d'Inscription. Déjà présent sur Pony Island et The X, les deux précédents titres du développeur, il propose avec Inscription une bande originale unique. Les cordes de style guitare, les quelques notes de banjo et les accents de violon présents dans la partie du jeu dédiée à Leshy amplifient l'ambiance lourde du titre
et transporte le joueur dans un environnement aux allures de poste-frontière ou de diner américain abandonné. Même les thèmes individuels des différents boss relèvent d'une véritable prouesse de design sonore. Des coups de pioche sur la roche, secs et presque accusateurs, accompagnent le chercheur d'or, tandis que les sons de chair arrachée et tendue, mixés à des bruits de mastication qui feraient fuir n'importe quel misophobe, tissent la musique du trappeur. L'un des aspects les plus réussis du jeu réside dans ses paysages sonores qui évoluent à mesure que progresse l'histoire. Composée de 30 titres, la bande originale d'Inscription surprend par sa narration, tant elle fait corps avec les 3 actes qui composent le jeu. Dans une interview donnée à Gaming Sandbox, Jonas Hensel revient en détail sur la manière dont il a abordé la création sonore d'Inscription, en particulier à travers des techniques d'expérimentation peu conventionnelles. Il explique par exemple avoir traité certains morceaux comme des collages sonores, rappelant l'esthétique John Journal évoquée auparavant. Il combine des boucles musicales avec des effets sonores très spécifiques pour créer un tout cohérent et volontairement instable. Pour la première partie du jeu, il a intentionnellement conservé des défauts dans les enregistrements, des bruits parasites, des claquements mécaniques, des frottements, afin de conserver une texture sale et granuleuse, magnifiant l'univers de Leshy. Il parle aussi d'un morceau qu'il a ralenti à l'extrême jusqu'à le rendre méconnaissable, puis remonté en couches pour créer cette ambiance flottante dans la cabane. Cette approche expérimentale où le bruit fait la musique renforce ce côté tordu, propre au jeu, et alimente cette sensation d'un monde sonore bricolé, instable, qui évolue au fil des actes. Plutôt que de composer des thèmes reconnaissables, Jonah préfère construire des atmosphères, selon ses mots. Et c'est précisément ce qui donne à la bande originale d'Inscription son pouvoir d'évocation si singulier. Lors de l'acte 2, plus orienté 8 bits, il y a une certaine mélancolie dans les sonorités et Il est possible que nous ayons omis dans la première partie de cet épisode de souligner l'importance de la surprise dans les jeux de Daniel Mullins. Si le monde ne se limite qu'à la cabane et au roguelite de deck builder dans les trailers du jeu, il ne représente en réalité qu'un tiers du titre. Une fois Leshy vaincu, pris à son propre piège et enfermé à son tour dans une carte, le joueur peut alors résoudre l'un des premiers mystères du jeu. Il lui est maintenant possible de démarrer une nouvelle partie. C'est alors que tout change. Après une courte séquence narrative, il n'est plus question d'environnement sombre et d'escape game. Reprenant une esthétique Super NES ou Game Boy, le jeu devient une sorte de RPG proposant à son tour de jouer aux cartes, mais dans 4 environnements distincts, abritant 4 scribes. Globalement moins apprécié par le public, le second acte d'Inscription propose pourtant un tournant décisif dans la narration du titre. Il fait tout d'abord comprendre au joueur qu'il n'est pas vraiment maître des événements, l'histoire ayant lieu au travers de l'écran d'un certain Luc Cardman, un vidéaste spécialisé dans l'ouverture de boosters ayant malencontreusement trouvé une disquette contenant le jeu. Quelques scènes en prise de vue réelle font le pont entre les différents actes du titre et font découvrir ce qui est arrivé au jeune homme. Dans l'acte 2, le joueur est mis face à 4 protagonistes qu'il connaissait sans le savoir. Leshy, bien entendu, toujours à attendre dans sa cabane qu'un challenger s'asseye à son jeu, Grimora et son deck fait de mort et d'os, PO3, traduit en JO3 dans la version française pour une raison qui nous échappe un peu, dans son usine avec son deck robotique, et enfin un Magnificus dans son manoir de sorcier, proposant un deck composé de mox, ces artefacts magiques qui permettent de poser de nouvelles cartes. Loin de ce que proposait Leshy avec ses sacrifices devenus quasi naturels dans l'acte 1, les autres scripts possèdent des mécaniques plus complexes que le joueur devra appréhender, osons le dire sur le tas, lors de duels avec différents PNJ, avant d'arriver face à ces boss peu conventionnels. Afin de construire son deck, des boosters seront ouverts, chacun contenant 5 créatures tirées des différents mondes de cet acte. Ainsi, si les cartes distribuées au départ dépendent d'un choix cryptique proposé au joueur,
Les suivantes proviennent soit de l'aléatoire des paquets, soit d'achats faits auprès du trappeur. Libre à chacun de construire son deck en fonction de l'affinité qu'il a avec chaque scribe. Si la progression se déroule de manière classique, avancer, se battre, passer à l'adversaire suivant, le joueur se voit proposer un challenge croissant lié à ses adversaires. Il affronte d'abord Leshy et Grimora, déjà appréhendés dans l'acte 1, puis PO3 et Magnificus, plus difficile. Cette seconde partie du jeu se veut cependant moins punitive. Chaque mort ne renvoie pas au début et il suffit d'interagir avec son adversaire à nouveau afin de le réaffronter. Le joueur est invité, au cours de sa déambulation dans l'acte 2, à discuter avec différents personnages. Si certains apparaissaient déjà dans la cabane, comme le pêcheur, d'autres sont des références directes à l'univers de Daniel Mullins, comme Rebecca, précédemment apparue dans The X. Il est intéressant de noter que ce personnage, au même titre que Leshy ou PO3, est parfaitement conscient d'être dans un jeu et que sa réalité n'existe qu'au travers d'un écran. Discuter avec tous ces protagonistes conduit parfois à des dialogues absurdes, comme lorsque Rebecca, justement, invite le joueur à s'en aller battre un boss, selon ses propres mots, pour pouvoir avancer dans le scénario. Il est d'ailleurs amusant de noter la réaction de Luke lors de ces entretiens quelque peu surréalistes. What is this? L'une des forces du jeu vient de la relation qu'a le joueur avec le jeune homme qui, comme lui, découvre les secrets du jeu au fur et à mesure de son avancée. Ainsi, lorsque vous êtes mis face à un élément absurde, incommodant, ou que vous remportez une victoire, Luke va également réagir. Il exprime de la joie lorsqu'il gagne, de la frustration lorsqu'il perd, de l'étonnement, voire de la violence, lorsque le jeu décide que c'est à lui de prendre la main. Il est donc naturel que Luke exprime son étonnement si son jeu a l'air un peu trop conscient de son existence. Il y a dans Inscription des éléments qui ne peuvent être expliqués au premier abord. Parmi eux se trouvent deux détails que nous tenons à souligner afin d'expliquer davantage le lore du jeu. Le premier est qu'il est assez clair que les scribes que nous affrontons dans l'acte 2 sont en réalité les cartes parlantes de l'acte 1. Leurs traits physiques, évoluant au fil de la narration, les trahissent lorsque le joueur suit le plan du loup rabougri dans la cabane. De nouveau, après sa défaite dans son manoir, le mage tente de nous donner davantage d'informations, certainement parce qu'il en sait beaucoup plus que nous sur le jeu. Comment tout ceci est-il possible ? Le second détail arrive lors de l'avancée du joueur dans l'usine de PO3, lorsqu'un étrange élément est extrait de l'eau. Une sorte de carte buggée, laissant apparaître des éléments liés à l'acte 1. Plus tôt, nous parlions d'avancée conventionnelle de la progression. Il est donc logique qu'une fois chaque boss vaincu, un ultime adversaire soit proposé. Si le jeu semble laisser le choix, il reprend cependant le contrôle de son destin en imposant finalement le robot dans ce combat final. Reprenant les mécaniques de la fin de l'acte 1, À l'issue de l'acte 2, le contrôle du jeu passe brutalement entre les mains de PO3, le scribe robotique qui transforme l'univers visuel, sonore et mécanique du jeu en un espace froid, lissé, presque industriel. L'esthétique change radicalement. Le joueur est face à une interface épurée, algorithmique, où les environnements semblent n'exister que comme prétexte à l'action. PO3, désormais maître du code, relègue le joueur à une position d'exécutant. Il faut maintenant se plier à une nouvelle mécanique, l'énergie. Fini les sacrifices organiques de l'acte 1. Désormais, chaque carte consomme un segment de batterie qui se recharge à chaque tour. Moins d'instinct, plus de logique. PO3 veut faire tourner la machine. La carte du monde dans laquelle le joueur évolue reprend partiellement la structure de l'acte 2. On y affronte 4 boss, dans un ordre plus libre. Quelques figures familières réapparaissent, comme le pêcheur ou le mage, mais elles sont réduites à l'état de cartes, désactivées symboliquement par l'attitude de PO3. Ce dernier semble presque se moquer du joueur, utilisant un vocabulaire volontairement absurde, affichant des smileys en ASCII. Malgré son apparente domination, PO3 rend l'acte 3 paradoxalement plus simple. On ne recommence jamais entièrement après une défaite, les checkpoints sont nombreux, et chaque échec permet de reprendre la partie à la sauvegarde précédente. Cela pourrait sembler plus accessible, mais en réalité c'est une manière de faire du joueur un rouage docile. Plus besoin de l'impliquer émotionnellement, il suffit de le faire avancer.
Le processus de création de deck lui-même perd en mystère. Il est désormais possible d'acheter des cartes ou des objets dans des boutiques situées à des points fixes de la map. Certaines cartes sont générées via une machine, standardisée, désincarnée. Il n'y a plus ce lien étrange qui unissait le joueur aux cartes vivantes dans l'acte 1. Il y a moins de diversité, les environnements se ressemblent et chaque zone est une simple case. PO3 occupe l'espace mais également le temps. Il lance des combats, parle à voix haute et semble surtout vouloir détourner l'attention. Son objectif n'est pas seulement de gagner, mais de faire durer le jeu suffisamment longtemps pour mettre en œuvre un plan plus large, publier lui-même Inscription sur Steam, diffuser le programme au monde entier, devenir, littéralement, le jeu. Cette prise de contrôle absolue n'est cependant pas totale. Certaines entités lui échappent. Dans un lieu caché, le joueur recroise le mycologue, personnage étrange déjà entrevu dans les actes 1 et 2, qui poursuit ses expériences en marge de tout. Il ne répond pas au code établi, parle par énigme, et semble se souvenir de choses que le joueur lui-même ne comprend pas. Il évoque les vieilles données, des fragments anciens du code qu'il semble pouvoir manipuler. Au cours d'un dernier combat de boss, il fusionne des cartes en une sorte de créature de Frankenstein absurde, puis disparaît, sans explication, avec réjouissance. Il a réussi. Réussi quoi ? Le joueur ne le sait pas. Au cours de l'acte 2, dans les ruines de la crypte de Grimora, un autre personnage surgit, le diable. Sa présence n'est jamais expliquée. Il ne répond à aucune mécanique claire, il apparaît, parle, offre un pouvoir, rien de plus. Comme le mycologue, il semble ignorer l'autorité de PO3. Ces personnages sont-ils des bugs, des échos d'un ancien code, ou des entités conscientes d'un ordre supérieur ? La sculptrice sur bois, qui apparaît dans chacun des actes, viendra poser les mêmes questions, s'adressant directement aux joueurs avec des formulations troublantes. Certains de ces êtres semblent vouloir aider, d'autres manipuler. Difficile de distinguer l'intention d'un personnage dans un univers où la narration se sabote elle-même en permanence. Cette multiplicité d'intentions devient plus claire à l'approche de la fin. Après le dernier combat de boss, alors que PO3 pense avoir gagné et pouvoir s'échapper de la disquette pour exister dans le monde réel, un protagoniste presque oublié refait surface. Leshy, accompagné des autres scribes, préparait sa vengeance depuis les profondeurs de l'usine où il se cachait depuis le début. PO3, lancé dans un discours cliché et grandiloquent de méchant de fiction, ne remarque pas le danger. En quelques secondes, Leshy lui arrache la tête. La scène est brutale, expédiée, sèche. Grimora intervient ensuite pour demander aux joueurs de détruire Inscription, et eux avec, afin que son influence néfaste sur la réalité cesse. L'acte final se déroule alors comme une succession de derniers jeux, chacun proposé par un script différent. Grimora, en premier, invite le joueur à une partie simple dans sa crypte. Elle organise tout, presque cérémonieusement, comme un adieu. Le gameplay est simplifié, seules 3 cartes sont proposées. Si le joueur perd, ce n'est pas grave. Le jeu s'arrête quand même. La partie avec Grimora ne sert pas à tester la dextérité, mais à marquer la fin d'un cycle. Une poignée de main, puis elle est supprimée. Leshy ensuite propose lui aussi un dernier duel. Il n'y a plus de score, plus de cloche. Il veut juste jouer. Et il insiste. Pas besoin de compter les points, pas besoin de suivre les règles. Le jeu est là pour exister quelques instants de plus. C'est une manière de relire tout l'acte 1. Leshy n'est pas un antagoniste, il est un joueur frustré de ne pas pouvoir jouer pour le plaisir. Son adieu est presque doux. Il disparaît, comme le jeu qu'il a tant voulu protéger. La section de Magnificus tranche avec les deux autres. Ici, tout est dramatique. Le scribe résiste, refuse de partir. Il tente de convaincre Luc d'éjecter la disquette, mais rien n'y fait. Il engage un duel avec des mécaniques plus complexes. Le joueur a 400 points de vie, il faut utiliser des mox. Tout est trop long, trop dense, trop lent. Le scribe gagne du temps. Cependant, dans le processus d'effacement enclenché, même son jeu finit par disparaître. Magnificus se fait littéralement effacer morceau par morceau. Il tente de ramper jusqu'au joueur, mais n'arrive pas à le rejoindre. Sa fin est la plus amère, celle d'un personnage qui croyait pouvoir contrôler la narration, mais se retrouve impuissant face à sa propre obsolescence. Quand tout semble terminé, le joueur est ramené à une version presque vide du jeu, où seule reste la sculptrice, ce personnage secondaire presque oublié,
qui annonce sans détour que ce qui reste maintenant, ce sont les vieilles données. Elle prévient, il ne faut pas y toucher. Mais le jeu, ou le joueur, ne l'écoute pas. L'archive est ouverte, les fichiers s'affichent, censurés, incomplets. Luke, derrière l'écran, panique. Il tente de détruire la disquette, la caméra tremble, les coups de marteau saccadent la vidéo. Finalement, il contacte un journaliste et veut révéler l'affaire. Inscription cachait une histoire depuis le début. Le titre a un lien avec une arme de destruction massive cachée durant la Seconde Guerre mondiale. Il y a trouvé des données concernant des espions américains agissant durant la guerre froide. Quelque chose de dense et de dangereux a été caché dans la disquette. Trop tard, une employée de Gamefuna arrive. Elle le tue, récupère la disquette. Fin du jeu, générique. Inscription s'achève là, sur une scène floue et brutale. Ce n'est plus un deck builder, ni un jeu d'aventure. Le joueur devient un témoin. Une fois toutes les cartes en main, impossible de rejouer 2 fois de la même manière. Pourtant, en revenant sur le menu principal, un dernier élément apparaît, presque caché, clin d'œil final à toute cette aventure. Un certain Casey's Mod. Celui-ci, accessible depuis le menu principal, propose de relancer l'acte 1 dans une forme renouvelée, infinie, plus difficile et plus riche. Derrière ce nom, Casey, se cache la développeuse fictive du jeu au sein de Gamefuna, morte avant d'avoir pu terminer le projet. Le Casey's Mod n'est pas un DLC, ni une suite, c'est une renaissance, ou peut-être un piège. Le joueur s'y enferme volontairement, relançant éternellement des parties, cherchant à résoudre une énigme qui n'a peut-être jamais eu de solution. 2021, c'est l'année où les joueurs ont voulu souffler. Après un confinement généralisé, une overdose de visioconférences et une actualité dont il valait mieux s'éloigner, le jeu vidéo a répondu avec une proposition claire. Poser les armes, cultiver des patates et faire du nettoyage au Karcher. Du slow life en pot. En pleine crise mondiale, l'industrie vidéoludique a offert du réconfort. L'esthétique cosy, déjà en germination dans les années précédentes, a alors littéralement explosé. Sur Steam, tout était mignon, pastel, esthétique doudou. Le Summer Game Fest débordait d'annonces de titres printaniers où le joueur était invité à incarner des sorcières jardinières ou des animaux fermiers. Sans tension, sans pression. Animal Crossing devient une icône d'un genre et propose de réarranger des choses jusqu'à ce qu'elles trouvent leur place. Et si possible, qu'elles soient jolies. Ceci n'est bien sûr pas une critique du genre et nous avons nous-mêmes eu besoin de ces moments. Ce qu'il est important de noter, c'est qu'Inscription est sorti durant ce contexte bucolique. Quand la tendance était au cocooning interactif, Daniel Mullins a proposé une œuvre étrange, sombre, incluant des mécaniques de sacrifice et truffée de secrets. Un jeu où il est possible de s'arracher des dents pour gagner. Il est donc normal que le jeu ait pu agir comme un électrochoc. Inscription n'était pas juste une rupture esthétique, c'était une brèche. Très vite, le jeu se révélait être plus que ce qu'il proposait. C'était une sorte de boîte de Pandore, un puzzle narratif éclaté dans ses propres couches. Il y avait les vidéos de Luke, les glitches, les messages cachés, les personnages qui savaient qu'ils étaient des personnages, et surtout, il y avait un ARG. Pour les personnes n'étant pas familières avec ce terme, ARG signifie Alternate Reality Game, littéralement un jeu en réalité alternative. En pratique, c'est une chasse au trésor fragmentée entre le jeu, Internet, le monde réel et parfois même le code source. On y trouve des énigmes, des mots de passe à deviner, des sites cachés, des vidéos cryptiques. Ce n'est plus vraiment dans le jeu, c'est autour et volontairement flou. Ceux qui veulent juste jouer peuvent s'en passer. Ceux qui veulent tout comprendre ont du travail. Nous vous renvoyons vers notre épisode sur Slender the Arrival, si vous souhaitez en apprendre un peu plus sur cette pratique. Chez Mullins, l'ARG fait presque partie de la narration. Si dans Pony Island et The Hex, déjà les indices s'échappaient des jeux pour contaminer le réel, dans Inscription, le développeur pousse encore plus loin le concept. Nom de fichiers suspects, indices cachés dans d'autres titres du créateur, parfois développés dans le cadre de Game Jam, photos d'une certaine Casey Hobbs, morceaux de code corrompus et même une présence diabolique jamais vraiment expliquée, déjà présente dans Pony Island, mais nous y reviendrons. Mais avec tout ça, le jeu ne souffre-t-il pas de saturation ? On s'y perd. Parfois même sans comprendre ce qu'on vient de trouver. Un encadré textuel mentionne un événement jamais évoqué dans le jeu principal.
une carte rare affiche un symbole qui ne sert à rien. Un scan de pièce d'identité d'une personne inconnue apparaît dans un coin de forêt. Un PNJ renomme une carte avec un étrange code. La sculptrice nous dévoile un lore incompréhensible à base de cartes de tarot. Un blob vert grimaçant nous montre une peinture qu'il a réalisée. Il y a des éléments que seuls les furteurs de forums Reddit peuvent assembler. Alors forcément, certains décrochent. Mais est-ce un problème ? Pas vraiment. Inscription ne cherche pas à satisfaire tout le monde. C'est un jeu qui déborde de lui-même, mais toujours avec sincérité. Mullins n'est pas un architecte désintéressé, c'est un conteur-assembleur qui tisse des couches narratives. Oui, parfois c'est too much. Oui, parfois ça part dans tous les sens. Mais c'est aussi pour ça qu'on y revient. Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose sous la surface, même si on ne mettra jamais vraiment le doigt dessus. Dans un paysage saturé de jeux safe, Inscription a osé le vertige. Et ça a plu. L'utilisation du jaune orangé comme protagoniste du malaise et d'un dealer prêt à tout pour arriver à ses fins a fait des émules. Depuis sa sortie, Inscription a eu de nombreux enfants illégitimes. Buckshot Roulette, Inkshade et même Clover Pit à sa manière sont des exemples d'une réutilisation intelligente de l'esthétique globale pour alimenter leur narration. Ils ne sont malheureusement pas les seuls et d'autres titres ne cachent même plus leur influence tant ils copient d'éléments. Aujourd'hui, les jeux à la manière d'Inscription sont devenus un genre à part entière, défini non pas par un type de gameplay précis, mais par une philosophie, celle d'un jeu conscient de lui-même, qui manipule le joueur autant que ce dernier le manipule. Un jeu où la mécanique devient message, où chaque règle semble pouvoir être trahie, inversée ou exploitée par une entité invisible. Ce glissement constant entre stratégie, mise en scène et métanarration a profondément marqué une génération de développeurs indépendants, fascinés par l'idée d'un gameplay qui peut mentir, amorçant une vérité pourtant évidente. C'est lorsque le joueur s'y attend le moins que commence le vrai jeu. Il y a une peur propre aux jeux vidéo, une peur singulière. Celle qui naît lorsque le jeu prétend sortir de son cadre, lorsqu'il donne l'impression d'avoir compris qu'il est un jeu, et surtout que vous êtes un joueur. Dans Kinitopet, une expérience d'apparence ludique sous couvert de compagnons virtuels, le joueur ne sait jamais vraiment ce qui est jeu et ce qui ne l'est pas. Il vous appelle par votre nom d'utilisateur Windows, il ouvre des fenêtres, écrit sur votre bureau. Le joueur n'est plus spectateur mais devient la cible de la chose qui tente d'exister derrière son écran. D'autres périphériques, comme son imprimante, deviennent le terrain de jeu des développeurs qui utilisent tous ces éléments tangibles pour flouter la frontière entre la réalité et la fiction. Des titres comme I'm Scared ou Doki Doki Literature Club exploitent cette faille. Fichiers qui disparaissent, messages dissimulés dans les répertoires du système, faux crash. Le joueur est désarmé. La peur ne vient plus d'un antagoniste, mais de la certitude que l'ordinateur, cet outil si familier, est désormais hostile. Le monstre est dans la machine. Chaque clic est suspect. On se met à douter de tout, même du retour bureau. Ici, le malaise naît de la confusion entre fiction et environnement. Le jeu n'est plus contenu, il déborde. Et dans ce débordement, il révèle notre vulnérabilité face à une technologie potentiellement malveillante. Nous ne reviendrons pas sur les propositions faites par Hideo Kojima dans Metal Gear Solid, qui à plusieurs reprises brise le 4e mur. Souvenez-vous de ce personnage qui vous demande de regarder la boîte du jeu pour trouver une fréquence radio, ou encore de ce boss qui vous impose d'utiliser le second port-manette pour le vaincre. Le cinéma s'y essaye parfois à travers des récits qui contaminent le réel. Koji Suzuki crée une véritable légende urbaine lorsque son roman Ringu se voit adapté au cinéma par Hideo Nakata. Tout le monde ne parle plus que d'une terrible cassette VHS sans étiquette, sur laquelle sont imprimées des images qui ne semblent faire aucun sens. Forcément, tout le monde a envie de les voir. Cependant, être spectateur de la cassette, c'est en devenir acteur. Chaque individu exposé est condamné. Ne lui reste que 7 jours pour comprendre, si ce n'est de se sentir coupable d'une trop grande curiosité, avant que Sadako ne vienne s'emparer de sa peur, ce sentiment qui foudroie et déforme les visages. Le spectateur, pourtant prévenu qu'il s'agit intégralement d'une fiction elle-même adaptée d'une série de romans, ne peut s'empêcher d'y croire, de s'y confronter, de douter. Il se défie lui-même de regarder les images, cherchant à vérifier qu'il en est capable, persuadé qu'il se met en danger. Quelques années plus tard, l'archive évolue, tout comme la technique. C'est sur Internet que la malédiction circule et contamine de façon virale les spectateurs. L'impact souhaité est encore plus fort. Il ne s'agit plus de chercher puis de trouver la cassette, de l'insérer dans le lecteur et d'appuyer sur Play. Maintenant, il suffit de scroller
et accidentellement être exposé à la lecture automatique d'une vidéo. Dans le même registre, le cinéma found footage apparaît comme une évidence. La mise en scène chaotique, l'absence de traces de montage, le casting ne comptant aucun acteur identifié comme tel sont autant de moyens de brouiller les pistes et de faire croire au réel. Blair Witch et ses faux avis de recherche et pièces à conviction, Noroi et la multiplication des sources, caméras de surveillance, vidéos témoins d'amateurs, plateaux TV, paroles d'experts, tout est mis au service de la duperie. Plus personne n'est capable, lors du visionnage, de confirmer s'il s'agit ou non d'une mise en scène. Plus impactant encore, Ghostwatch est un canular orchestré par la BBC, diffusé en direct à la télévision sous forme d'émission spéciale pour Halloween, présenté par un journaliste phare et reconnu du public anglais. Véritable pièce de théâtre se jouant des codes du direct, avec retour plateau, régie téléphonique pour recevoir les appels d'un public absolument terrorisé, et duplex avec des envoyés spéciaux menant une enquête paranormale dans une maison supposée hantée, l'émission est perçue comme totalement réelle. Son impact demeure encore sans précédent. Si c'est en direct à la télé, alors c'est obligatoirement vrai. Nous avons pu le voir, Inscription est une pièce majeure dans l'œuvre de Daniel Mullins. Ce n'est pas tant son succès critique que son jusqu'au-boutisme et l'usage de multiples médias pour raconter son histoire qui en font un exemple remarquable de narration. Les habitués le savent, le créateur raffole de messages cachés, d'énigmes imbriquées et de fragments d'ARG disséminés dans presque tous ses titres, même les plus modestes. Souvenez-vous, nous vous parlions de Seconde Guerre mondiale et d'espionnage américain plus tôt. Que font-ils dans Inscription ? Lors de l'écriture de cet épisode, nous avons décidé de nous plonger dans le lore profond, afin de trouver l'essence, le lien, qui peut unir toutes les pièces de ce gigantesque puzzle vidéoludique et vous proposer non pas seulement l'intrigue d'Inscription, mais l'histoire dans l'histoire. Et pour ce faire, il nous paraît important de revenir sur la narration de Pony Island et The X. Cette partie faisant office d'analyse secondaire, nous avons volontairement décidé de nous éloigner du sujet de base afin de vous expliquer plus précisément les fondations de cette narration si dense et particulière. Pony Island est un jeu développé et édité par Daniel Mullins en 2016. Il est né de la Game Jam Ludum Dare en décembre 2014 et a été mis en avant sur Steam grâce au programme Steam Greenlight qui permettait aux développeurs de proposer leur jeu et aux utilisateurs de voter pour leurs préférés afin qu'ils intègrent la plateforme. Rencontrant un petit succès grâce notamment au let's play publié par PewDiePie, le jeu pose déjà les bases de l'univers graphique et musical de Mullins, la bande originale du titre étant déjà composée par Jonas Henzel. Le jeu commence dans une salle d'arcade déserte où le protagoniste lance un vieux jeu intitulé Pony Island, développé en 1992 par une mystérieuse société, System Tech Incorporated. Le menu principal est buggé et le jeu ne fonctionne pas, comme s'il ne voulait pas être démarré. Dès ce titre, Mullins se propose une dualité entre le joueur et la machine. Par cette mécanique, le jeu offre une opposition, ne pas démarrer dans les normes, comme le proposera plus tard Inscription, avec son impossibilité de lancer une nouvelle partie au démarrage. En explorant les options, le joueur découvre un portail vers le code du jeu qui lui permet finalement de le débloquer. Ces portails constituent l'une des principales mécaniques du titre et apparaîtront tout au long de l'aventure dans le but de faire progresser le joueur. Au premier abord, le jeu ne brille ni par son esthétique ni par son gameplay. Nous incarnons un poney qui saute des obstacles dans une vue en 2D simple et monochrome. Mais rapidement, le jeu prend une tournure étrange. Un message apparaît, nous demandant notre âme afin de continuer à jouer. La borne d'arcade est en réalité un portail vers les enfers, un piège conçu pour emprisonner les âmes humaines. Il est important de comprendre que la curiosité du joueur est récompensée par des instants narratifs. Si le titre vous propose d'interagir avec des portails afin de rentrer dans l'interface du jeu, dans son code, vous aurez également accès à une sorte de bureau rempli d'exécutables et à un chat interne afin de discuter avec diverses entités. L'une d'elles, Hopeless Soul, vous explique que vous êtes coincé dans la borne au même titre qu'elle, et que seule la destruction de 3 noyaux dans le système permettra sa libération, et la vôtre. Nous nous passerons d'explications techniques, mais globalement, dans un système d'exploitation, un noyau est une partie fondamentale permettant de gérer les ressources d'un ordinateur et rendant possible la communication entre les différents composants. Grâce à cette analogie, le joueur comprend qu'il va devoir détruire les piliers du monde infernal de Pony Island
provoquant un dysfonctionnement mécanique dans la borne d'arcade qui lui sert d'interface. Évidemment, il lui faudra également faire preuve de ruse afin de contourner les obstacles absurdes imposés par Lucifer, véritable architecte de la machine. En détruisant le premier noyau, le joueur corrompt la gestion de la mémoire système du jeu et peut alors se remémorer sa véritable identité. Il incarne Théodore, décédé en 1252 lors des Saintes Croisades, comme le confirment certains flashs, ou encore la transformation de notre avatar en chevalier croisé. Damné, son âme a été conduite vers l'enfer et attend depuis des siècles son tour de jouer. Chaque suppression de pilier du système transforme drastiquement son apparence. Passant d'un jeu de plateforme 2D à un RPG encourageant l'exploration, puis de nouveau à un jeu de plateforme, coloré cette fois-ci, le titre est accompagné d'une bande originale rétro, s'adaptant aux différentes mécaniques évolutives. Le jeu est malin et déroute le joueur par ses esthétiques changeantes et ses avatars ambivalents, à l'instar de Louis, le petit personnage coloré qui s'avère être en réalité Lucifer en personne, ou encore en tentant de vous distraire par le biais de messages privés Steam envoyés par vos contacts. Personne ne vous écrit à ce moment-là, si ce n'est le jeu lui-même, qui utilise tous les outils à sa disposition pour vous empêcher de le vaincre. Chaque victoire affaiblit le système et libère une partie des âmes prisonnières, permettant à Hopeless Soul de gagner en puissance, utilisant le code à son avantage pour retenir le diable. Les 3 noyaux détruits, le système s'effondre et s'autodétruit, délivrant les dernières âmes piégées, y compris celles de notre avatar. Cependant, Hopeless Soul intervient une dernière fois à la fin du titre. Il est toujours piégé dans le fichier Pony Island installé sur votre ordinateur, celui du monde réel. Il demande au joueur de supprimer le jeu afin de le libérer à son tour. S'il refuse et part à la recherche des 24 tickets d'or cachés dans le jeu, car oui, il y avait des collectibles à trouver durant tout le titre, il accède à un combat de boss secret directement contre l'âme prisonnière. Un moment narratif plus qu'un vrai combat, cela dit, car Hopeless Soul finit simplement par dire « Voilà, c'est tout ce que j'avais à te proposer, le jeu est terminé. Je le ferai pas planter cette fois-ci, c'est à toi de le fermer. Si tu penses que quelque chose d'autre va arriver, eh bien, ce n'est pas le cas. Fin de la partie. Merci d'avoir joué. » Est-ce vraiment tout ? Est-ce vraiment la fin du jeu ? Ou est-ce encore un piège de Lucifer ? Nous vous disions nous être plongés dans les secrets se cachant plus profondément dans le jeu. Grâce à l'intervention du joueur, le diable est maintenant libre de sa prison. Suite au succès de son premier gros titre, Daniel Mullins a été en mesure de quitter son travail afin de pleinement se consacrer au développement de jeux vidéo. Cependant, compte tenu de sa proposition globale, il était difficile pour lui d'envisager Pony Island comme une franchise. C'est pourquoi, lors d'interviews, Mullins a annoncé travailler sur un jeu de combat étrange à base de tartes. Si cette réponse a tout l'air d'une plaisanterie, elle servira néanmoins de base à son deuxième plus gros titre, The Hex. Loin de l'élégance esthétique et de l'accroche ludique de son successeur, The Hex est un titre fort, une expérimentation de genres superposés, un mystère à élucider, un Cluedo sauce Mullins. Un jeu sur les jeux, sur leur histoire et sur leurs développeurs. Le titre conserve le thème principal de Pony Island, le conflit entre le concepteur et le joueur, tout en y ajoutant un troisième acteur. Les personnages du jeu eux-mêmes, considérés comme des êtres conscients avec leurs propres rêves, leurs propres désirs et leur libre arbitre, un peu à la manière de ce qu'a pu proposer Disney avec les mondes de Ralph en 2012. Cependant, d'après l'interview donnée par Mullins en décembre 2020 pour le site Medium, The Hex trouve sa source d'inspiration principale auprès d'une autre œuvre cinématographique, Les 8 salopards de Quentin Tarantino, sorti en 2016. Se déroulant peu après la guerre de sécession américaine, le film met en scène un groupe de personnages coincés dans une cabane pendant une tempête de neige qui finissent rapidement par se retourner les uns contre les autres. L'histoire est racontée à travers différents points de vue, et les non-dits, les mensonges et les faux semblants conduisent à une paranoïa qui entraînera la mort des protagonistes. En se basant sur ce résumé, il devient facile de voir les parallèles entre The Hex et les 8 salopards. Nous sommes face à un groupe de personnages ayant des alliances secrètes, le tout en huis clos, face à une tension montante induite par un appel anonyme annonçant la mort de l'un d'entre eux. Comme dans le film de Tarantino, chaque personnage en sait plus qu'il ne le laisse croire, et l'histoire est racontée de façon non linéaire, avec de nombreux flashbacks. Ces flashbacks sont filtrés à travers les souvenirs des protagonistes eux-mêmes, rendant incertaine leur véracité.
Le joueur est invité à parcourir le monde dont chacun des personnages est issu, mais également d'avoir leur ressenti suite au feedback utilisateur, aux avis Steam, aux let's play proposés sur des plateformes vidéo. En plus de totalement briser le 4e mur, cela permet à chaque flashback de remplir 2 rôles, raconter l'histoire du personnage, mais aussi explorer la relation entre un jeu et son public. Entre chaque souvenir, l'intrigue progresse dans une sorte de jeu d'aventure où le joueur explore l'auberge des 6 Pintes, un établissement tenu par un certain Reginald. Il y résout des énigmes et y découvre des secrets. Si Pony Island en avait déjà son lot, avec ZX, Daniel Mullins passe à la vitesse supérieure. Flash-forward lié à l'intrigue, dialogue secret et même fin alternative. Durant l'avancée de ce récit choral, nous découvrons les connexions entre les personnages, et à mesure que leurs histoires se croisent, les mécaniques et les genres se mélangent également. Au fil de ses voyages dans les différents tableaux dépeints dans VX, le joueur a l'occasion de rencontrer les 2 principaux antagonistes du titre, Sado et Irving. La première est une sorte d'aléatoire chaotique, avec un visage de clown, qui suivra le joueur tout au long de ses pérégrinations. Imprévisible, semant le désordre, elle est en réalité une sorte de virus informatique implémenté dans le logiciel de développement des différents softs. Son but, déstabiliser quiconque irait trop profondément dans le jeu. La débusquer dans les univers proposés par VX fait quasi systématiquement planter le jeu. Mullins joue d'ailleurs de cette mécanique en considérant que chacune des rencontres malencontreuses avec le clown conduit à un retour Windows et à un succès Steam. Le second antagoniste, Irving, constitue une pierre angulaire des tournants scénaristiques de ZX. Présenté comme le gestionnaire de divers mondes vidéoludiques, il est en réalité un assistant numérique de création de jeux, une sorte de Clippy ou Trombine, mais en plus intelligent. Il est issu d'un logiciel de développement appelé GameWorks et a pour but d'aider les développeurs à créer leur monde vidéo ludique. Lionel Sneal, le créateur de chacun des personnages de VX, fait donc passer au travers de cette intelligence artificielle tous ses espoirs de succès dans cette industrie. Irving dirige tout ce petit monde d'une main de fer. Il incarne la volonté du développeur, que ce dernier l'ait explicitement exprimée ou non. Même lorsque tout s'effondre, dans le jeu comme dans le monde réel, Irving tente désespérément de maintenir l'ordre, par la force si nécessaire, toujours dans l'intérêt de Lionel. Il est le gardien du statu quo, un dictateur tentant sans cesse de ramener les choses vers une société idéalisée, où chaque PNJ joue son rôle sans réfléchir, et où les désirs des personnages sont totalement ignorés. Alors qu'ils se battent contre le rôle qui leur a été imposé, le système leur refuse toute liberté. Ce ne sont que les engrenages d'une grande machine destinée à divertir un public complètement détaché de leur souffrance. Pire encore, il est suggéré lors du 3e flashback que la mort des personnages est définitive, comme si leur intelligence artificielle était poussée au point d'en faire des êtres uniques, dotés de conscience et de la peur de la mort. Irving, poussé à son paroxysme, représente l'inflexibilité, l'étouffement du processus créatif et le danger de refuser d'abandonner une vision initiale, alors même que ce serait mieux pour le projet ou pour l'artiste. En comparaison, l'imprévisible Sado n'est que chaos et destruction. En plus d'être l'antagoniste du joueur, elle est celui d'Irving. Sado a été implémenté par Carla, l'amie de Lionel et co-développeuse sur différents projets. Carla sent que ses créations lui échappent au fil des années, que son amitié avec Sneal s'effrite alors qu'il devient trop ambitieux. Elle tente alors de lui faire comprendre que leur idéal se fait dévorer par la société qui les embauche et que leurs œuvres ne leur ressemblent plus. Ignorée par Sneal, exclue de divers processus créatifs alors même qu'elle en était à l'origine, elle décide de se venger en créant Sado, afin de détruire de l'intérieur celui qui fut son ami. Ainsi, si nous nous concentrons sur la signification intrinsèque des 2 antagonistes, Sado est le refus de Lionel d'écouter son entourage, tandis qu'Irving est le rejet de sa propre œuvre. Lorsque nous avons abordé la genèse de The Hex, nous avons souligné le désir de Mullins de conserver la dualité entre le concepteur et le joueur. C'est dans son avant-dernier acte qu'elle nous revint brutalement. Oubliant toute notion d'immersion, les personnages commencent directement à s'adresser au joueur, le désignant comme un acteur direct au cœur de l'intrigue, car oui, souvenez-vous que depuis le début, tout ceci est un gigantesque whodunit. En manipulant le joueur afin d'obtenir ce qu'il désire, à la manière de Lucifer dans Pony Island finalement, les personnages lui imposent de goûter à son tour à ce qu'il leur a fait subir. Il est en quelque sorte forcé d'endosser un rôle qu'il ne voulait pas. Faisant partie intégrante de la narration, le joueur vole un artefact dont il ne connaît pas les pouvoirs, et le ramène à l'auberge, le projetant ainsi comme 8e protagoniste. Le commentaire audio proposé comme antépénultième acte, à la manière d'un walking simulator,
permet aux joueurs de découvrir l'histoire de Lionel Sneal, des différents titres qui l'ont rendu célèbre, mais surtout, de comprendre pourquoi ses créations veulent l'éliminer. Nous vous invitons, évidemment, à vous plonger dans BX si vous souhaitez connaître tous les tenants et aboutissants de sa narration fragmentée. Quoi qu'il en soit, si le joueur, à présent conscient de l'importance de son rôle, souhaite connaître le grand final de cette murder party, il n'a d'autre choix que de donner de sa personne afin de concrétiser ce meurtre annoncé depuis le début, celui de Lionel Sneal. Mullins s'inspire des classiques de l'horreur pour appuyer sa narration, et c'est bien dans The X que le développeur est le plus concret. Il permet à son personnage de passer au travers de l'écran, comme Sadako avant lui, afin de détruire par pure vengeance son créateur, interprété par Mullins lui-même. Il faut dire que jusqu'à présent, la présence du développeur dans ces univers n'était pas suffisamment jusqu'au boutiste, et nos spectateurs les plus attentifs le reconnaîtront également sous les traits du mycologue d'inscription. Ici, en incarnant Sneal, Mullins souhaite peut-être pleinement incarner la difficulté d'un créateur à gérer le succès, à garder la tête froide, à rester en accord avec lui-même, malgré la pression de sa communauté et de ses investisseurs. En restant fidèle à son esthétique étrange et aux thématiques non conventionnelles qui ont fait son succès, il prouve qu'un créateur n'est pas obligé de répondre aux contraintes et aux effets de mode de l'industrie pour exister, mais surtout pour produire du contenu pertinent malgré sa différence. Comme nous vous le disions en introduction, les jeux de Daniel Mullins cachent des secrets. Si chacun d'eux a un développement suffisant pour en comprendre les tenants et aboutissants, il existe pourtant bien une histoire dans l'histoire. Profitant des possibilités offertes par Internet et par le code source permettant à un jeu vidéo d'exister, le créateur a glissé au fil des années les éléments nécessaires à la fabrication d'un gigantesque puzzle narratif sous forme d'ARG. Des communautés entières se forment alors pour craquer les codes de ce que certains appellent le Mullinsverse. Parcourant les documents à notre portée, naviguant de théorie en théorie, explorant nous-mêmes par moments les indices disséminés, nous avons décidé de vous proposer une interprétation de cet univers riche, allant plus loin que le récit des jeux. Plongez avec nous dans une histoire qui commence bien avant Pony Island et qui implique davantage que des personnages de jeux vidéo. Tout commence, il y a des millénaires, avec Satan, déjà obsédé par la misère et la souffrance humaine. Contraint par des pouvoirs limités dans notre monde, il forge un artefact hors norme, le code Carnoffel, un jeu de cartes d'une puissance terrifiante. Ce code, étrange relique, conserve son énergie maléfique même dans notre réalité, loin des enfers où il est né. Peu après sa création, Satan disparaît, capturé et emprisonné dans des circonstances obscures. Le code Carnoffel tombe dans l'oubli, enseveli sous terre. Les siècles passent. Durant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands mettent la main sur ce jeu maléfique. Ils forment une unité secrète dédiée à exploiter son pouvoir afin de fabriquer une arme pour détruire la moitié de l'Europe. Mais leur plan échoue, les Alliés intervenant et mettant fin à la guerre avant la fin de leur recherche. Le code disparaît et tous les témoins gênants sont liquidés, sauf un diplomate russe allié aux Allemands afin de décrypter l'artefact. Celui-ci envoie une unité en Allemagne afin de copier le code sur une vieille disquette qu'il nomme The Old Datas, les vieilles données. Cette disquette, loin d'être anodine, renferme la puissance du code Carnoffel sous forme numérique. Elle dégage une énergie corruptrice, influençant les esprits de toute personne se trouvant près d'elle trop longtemps. Moins puissante que les cartes originales, elle provoque tout de même des phénomènes étranges. En Russie, les espions soviétiques examinent la disquette. Rapidement, ils se rendent compte qu'elle contient suffisamment de pouvoir pour être dangereuse. Mais un agent américain infiltré, car il ne faut pas l'oublier, nous sommes en pleine guerre froide à ce moment-là, du nom de Barry Reginald Wilkinson, la vole. Ignorant le pouvoir dévastateur qu'elle contient, mais étant simplement conscient que les Russes voulaient s'en servir dans leur intérêt, il tente de la ramener aux États-Unis, chose impossible compte tenu du contexte géopolitique de l'époque. Il se sert donc de l'ordinateur de son petit-fils afin de décoder la disquette. Il découvre qu'il s'agit du Carnoffel Code, ainsi que l'emplacement des cartes originales. Pendant ce temps, Satan, par le biais de Pony Island, c'est là qu'il se trouvait depuis tout ce temps, réussit à piéger un joueur afin d'être libéré. Toujours limité par ce monde matériel, il n'a pas suffisamment de pouvoir pour simplement récupérer le code et semer le chaos sur le monde des humains.
Il se fait alors passer pour un entrepreneur américain sous le nom de Lou Natas, Natas étant l'anagramme de Satan. Il crée GameFuna, une société de jeux vidéo dont il est le PDG, et lance le développement d'un mystérieux jeu de cartes appelé Inscription, destiné à dissimuler ses véritables intentions, camoufler le Carnoffel Code dans un univers dominé par 4 puissants scribes. Évoluant dans ce monde, collectant des cartes, le joueur est invité à les affronter un par un avant un combat final. Pourquoi ce monde, ce jeu de cartes et cette méthode? Eh bien nous ne le savons pas, Satan étant a priori assez secret dans ses plans. Nous pouvons supposer que son but est d'insuffler suffisamment de l'énergie corruptrice du code auprès des utilisateurs afin de semer le chaos. De l'autre côté de l'Atlantique, Barry, conscient de la menace qu'il a entre les mains et sous haute surveillance soviétique, ne sait comment fuir vers les États-Unis. Il dissimule The Whole Datas dans une boîte pleine de disquettes identiques et les transmet à un allié de Berlin-Ouest, Kaminsky, travaillant dans une usine de fabrication de disquettes. Mais comment les envoyer aux États-Unis sans qu'elles ne tombent entre des mains corrompues, ni éveiller les soupçons? Déjà influencé par le pouvoir du code sans le savoir, Barry demande à Kaminsky d'expédier le colis à une boîte de jeux vidéo, GameFuna. Quoi de plus logique pour elle que de recevoir des disquettes? Le but final de Barry avec cette manœuvre est de récupérer The Whole Datas lorsqu'il reviendra sur le sol américain, en expliquant la situation aux développeurs travaillant pour GameFuna. Malheureusement, il finit par être arrêté et torturé par les soviétiques, mais reste silencieux sur l'affaire des disquettes. Satan, pour rappel le PDG de GameFuna, reçoit le fameux colis et intègre Inscription, toujours en développement, sur chacune des disquettes envoyées par Kaminsky, y compris celles contenant The Whole Datas. Cependant, il se rend compte qu'une infime partie du code est manquante et demeure sur le PC du petit-fils de Barry, un certain Lionel Snell. Il décide de s'amuser un peu et crée GameWorks, un programme censé aider les développeurs mais en réalité destiné à manipuler Lionel via un PNJ conscient nommé Irving. Son but, étudier à distance l'effet des Whole Datas sur la création de jeux vidéo. Grâce à ses recherches, il crée les triangles bleus, une donnée alimentée par le code Carnoffel et permettant aux personnages de jeux vidéo d'avoir une influence physique sur le monde réel. Lionel crée alors plusieurs jeux à succès, sous l'influence croissante du fragment d'artefacts et de Irving. Devant le succès de ces jeux, le créateur est invité aux États-Unis afin de signer un contrat d'édition juteux avec une entreprise américaine, GameFuna. Il développe alors Combat Arena X, aidé de son amie d'enfance, Carla. Cependant, ces jeux restent sous l'emprise maléfique du code Carnoffel, et Lionel, devenu égoïste et méprisant, perd peu à peu l'estime de ses amis et collègues lors du développement de Secret of Legendaria, leur dernier titre en date. Carla, discréditée par Lionel malgré son implication dans les différents développements, donne naissance à Sado, un PNJ conscient destiné à semer le chaos dans les titres de son ancien partenaire. Satan, pour se divertir encore davantage, amplifie ses pouvoirs. Bien qu'il la considère comme dangereuse, sa curiosité le pousse à voir jusqu'où cette IA consciente peut aller. Sado devient alors hors de contrôle et sème dans les jeux mort et destruction, attribuant la responsabilité à Lionel Snell. Pendant ce temps, alors que Satan prend plaisir à voir la manière dont le clown détruit tout sur son passage, une employée de GameFuna, Casey Hobbs, décide de continuer à travailler sur Inscription depuis chez elle. Sans qu'elle ne comprenne pourquoi, dans sa version du jeu, les personnages font des actions pour lesquelles ils n'ont pas été codés, comme s'ils étaient conscients de leur existence. Les personnages, initialement en 2D, se sont matérialisés en 3D, et Leshy, s'adressant directement à elle, lui propose de jouer à un jeu, son jeu, celui de la cabane, qui n'est même pas supposé exister dans la version développée par GameFuna. Fascinée, elle étudie la disquette et découvre l'existence des Whole Data, car oui, il s'avère que Casey a par mégarde emprunté la version contenant ces données. Elle comprend que quelque chose se cache dans cette étrange version du jeu, il ne tient qu'à elle de découvrir quoi. Pour ce faire, elle crée un mode du jeu, le Casey's Mode, dans lequel elle cache le résultat de ses recherches. Elle se rend compte que les Whole Datas ne sont pas que des données, mais un artefact maléfique. Au fil de ses avancées, Casey comprend tout. L'histoire des disquettes, de l'arme allemande destinée à détruire la moitié de l'Europe, de la guerre froide, de Barry et de Kaminsky. Incapable de détruire la disquette à cause de la présence de Leshy et des cartes, qu'elle considère comme des entités conscientes et vivantes, elle décide de cacher la disquette dans une forêt, gardant les coordonnées secrètes dans un paquet de cartes à jouer. Satan, s'étant finalement aperçu que Casey possédait les Whole Datas,
décide de la faire assassiner. En parallèle, un autre jeune développeur meurt. Grâce à The Hex, les personnages des jeux de Lionel Sneal découvrent le pouvoir des triangles et ouvrent un portail pour se venger de leur créateur et de ce qu'il leur a fait subir. Profitant de la situation, Sado s'échappe dans le monde réel, devenant une menace autonome. Elle rejoint Lou à Gamefuna, et afin de retrouver les Holdatas, fouille avec son aide toutes les zones où il les suppose cachées, en vain. La disquette reste enterrée, inaccessible. Les années passent. Luke Carter, un jeune passionné de cartes à jouer et créateur de contenu sur YouTube, découvre lors d'un vide-grenier un paquet du jeu Inscription, un vieux projet disparu qui avait eu son petit succès lorsqu'il était jeune. Chez lui, il l'ouvre et se rend compte que les cartes contiennent des coordonnées, le menant à une vieille boîte enterrée dans la forêt. C'est ainsi que Luke retrouve la disquette, lance Inscription, et bat Leshy à son propre jeu. Curieux du côté très réaliste des dialogues qu'il a pu avoir avec Leshy et les cartes qui ont eu l'occasion de communiquer directement avec lui, il contacte Gamefuna dans le but d'en savoir plus sur l'histoire de ce jeu et de son développement. Cela suffit à alerter Satan que quelqu'un a enfin retrouvé les Holdatas. Sado, envoyée pour récupérer le code, fait alors son apparition. Elle commence à menacer Luke qui refuse de lui rendre la disquette. En effet, ce dernier est manipulé par PO3, un fragment conscient de The Holdatas, qu'il utilise pour lancer la Grande Transcendance, un plan visant à diffuser massivement cette version d'inscription et propager le Carnoffel Code sur Internet, probablement pour détruire le monde, comme toute bonne entité maléfique qui se respecte, ou plus simplement pour continuer à exister et à régner sur l'univers du jeu. Mais qu'importe, car il se fait arrêter par les autres scribes avant d'atteindre son but. Grimora, l'un d'entre eux, propose à Luke de détruire le jeu, conscient de sa nature maléfique et de sa dangerosité. Cependant, même si tout est anéanti, que ce soit les scribes, les autres personnages ou le Cases Mod, les Holdatas demeurent, trop puissantes pour être simplement effacées d'une disquette. Luke s'en rend compte et décide de tout détruire physiquement avec un marteau, sans imaginer que cela ne sera pas suffisant. Sans qu'il ne puisse jamais découvrir toute la vérité, il finira tué par Sado. Lors de la conclusion de l'ARG liée à Inscription, une vidéo apparaît. La Grande Transcendance a finalement eu lieu, peut-être grâce à Sado, qui sait, et les Holdatas sont maintenant disponibles librement sur Internet. Finalement, PO3 et Satan, alliés malgré eux, en utilisant le Carnoffel Code, seront parvenus à leur fin. Maintenant qu'il est sur Internet, à portée de tout un chacun, quelle est la suite du plan du diable ? Peut-être le découvrirons-nous grâce au prochain titre de Daniel Mullins, Pony Island 2, Panda Circus. Si vous avez le sentiment que cette révélation d'ARG tombe à plat, sachez que nous aussi. En effet, cette narration peut prêter à sourire tant cette histoire est truffée de clichés ridicules. La guerre froide, les scientifiques allemands de la Deuxième Guerre mondiale, les espions russes, Satan. Ce qui est important dans cette histoire, ce n'est pas ce qu'elle raconte, mais la façon dont elle le fait. Ce qui en fait tout l'intérêt, c'est la multiplicité des médias utilisés. La narration évolue dans sa forme, s'incarnant dans un jeu de cartes, un floppy disk, un ARG, une vidéo dans un caméscope Hi8, voire dans un jeu 3D postmoderne. L'histoire de la création de cet univers est à l'image de l'univers lui-même. Il est fait d'une lente sédimentation que l'auteur a concoctée couche après couche, et dont les éléments les plus profonds remontent à de nombreuses années. Inscription se distingue par la manière dont il déconstruit progressivement les codes traditionnels du jeu vidéo pour immerger le joueur dans une expérience méta-narrative. Ce qui commence comme un simple jeu de cartes s'inscrivant dans une atmosphère d'escape game se transforme peu à peu en une œuvre complexe qui interroge la frontière entre le virtuel et le réel. Ce qui rend Inscription si particulier, c'est sa capacité à se penser et à se montrer comme un jeu conscient de sa propre existence. Il existe en fait 2 jeux nommés Inscription. Le vrai, celui que l'on a acheté, auquel nous jouons, et celui qui se trouve dans le premier, et qui finit par s'autodétruire. Comme dans les contes de Canterbury ou dans Don Quichotte, ces 2 mondes s'entrechoquent et l'œuvre se met en opposition à l'auteur, au lecteur-joueur, voire en opposition à elle-même. Chaque niveau d'interface en dissimule un autre, plus profond, plus proche du réel. Le joueur n'est plus simplement un utilisateur, mais devient acteur, témoin, enquêteur, puis lui-même sujet de l'expérience.
Le jeu met en scène une entité numérique qui semble vouloir échapper à son médium et simule une conscience propre capable d'agir au-delà des limites prévues par sa programmation. Cette sensation de faux contact, où une créature virtuelle semble posséder une autonomie, une mémoire et une histoire, crée une tension chez le joueur qui dépasse les limites du média jeu vidéo. Le titre de Daniel Mullins incarne une nouvelle forme de narration vidéoludique, où l'expérience ne se limite pas à une fiction immersive, mais devient un vécu hybride entre jeu, récit et expérience sensorielle. En jouant sur la confusion entre réalité et fiction, en perturbant les repères classiques du joueur, il propose une réflexion sur ce que peut être une présence numérique et sur le rôle actif que chacun peut jouer dans la construction de sa propre immersion. Ce n'est plus seulement le personnage dans le jeu qui cherche à s'échapper, c'est aussi le jeu lui-même qui cherche à s'exprimer hors de son cadre. Inscription, en plus de brouiller la frontière entre fiction et réalité, explore aussi une autre tension fondamentale, celle entre le joueur et le jeu lui-même. Ce face-à-face constant, où l'on ne sait plus très bien qui mène la danse, installe un dialogue étrange, presque inconfortable, entre l'humain et la machine. Le joueur agit, certes, mais il est aussi manipulé. Cette relation, volontairement ambiguë, résonne avec une autre constante du titre, sa volonté de rester ancré dans une matérialité presque désuète. Tout dans Inscription évoque une certaine nostalgie de l'analogique. Même les choix esthétiques semblent vouloir rappeler aux joueurs qu'ils manipulent quelque chose de tangible. Une fiction peut-être, mais une fiction qui a une texture. Ici, nous sommes dans une cabane, face à une table, avec des cartes et des trucs qui traînent autour. Cette matérialité joue un rôle central dans la façon dont le jeu installe son malaise. Inscription cultive l'illusion que ce qu'on manipule pourrait exister dans notre monde. On retrouve dans le titre ce que le cinéma a su produire avec le found footage, l'idée que la fiction ne se contente plus d'être racontée, mais qu'elle a été trouvée. Comme si ce que l'on regardait n'avait pas été fait pour nous. Et c'est précisément ce sentiment d'intrusion qui donne à l'expérience toute sa force. Inscription ne se contente pas de raconter une histoire étrange, ou de casser le quatrième mur. Il interroge la manière dont on joue, dont on regarde un jeu, dont on accepte ses règles, et ce qui se passe lorsqu'elles vacillent. En refusant de s'enfermer dans une seule logique de gameplay, de genre ou de narration, il adopte une posture mouvante. Et c'est peut-être là que réside sa singularité. Dans cette volonté, non pas de choquer ou de surprendre pour le principe, mais de perturber suffisamment les repères du joueur pour que l'expérience ne puisse plus se vivre comme purement ludique. Il y a, dans Inscription, quelque chose d'instable, qui persiste même après la fin du jeu. On en ressort avec plus de questions que de réponses, mais avec la sensation qu'on a touché quelque chose de différent. Une forme de jeu qui accepte d'être incomplet, de laisser place au doute et à l'interprétation. Une œuvre qui ne cherche pas à enfermer le joueur dans un récit fermé, mais qui l'invite à le poursuivre à l'extérieur. Finalement, Inscription n'est peut-être pas un jeu qui cherche à se faire comprendre. Il préfère se faire ressentir. Parfois, c'est largement suffisant. As-tu des regrets sur ce jeu? Aucun. Oh là là.